Karima Sylvain qui est avec nous, donc la DRH d'AXA, DRH Group, 120 000 collaborateurs, 50 pays. Il y a évidemment une dimension mondiale dont on parlera ensemble, hein, Karima, notamment sur la façon, enfin le retour au bureau, la façon dont ça se passe. Mais à la limite, question très ouverte. Donc, c'est sans doute dans les RH que les bouleversements initiés par le Covid ont été les plus importants. Qu'est-ce que vous mettriez en avant sur l'ensemble de ces bouleversements, et évidemment d'abord en pensant à l'environnement français ou en tout cas à l'environnement occidental ou européen? Alors, on a beaucoup parlé de première ligne ces 18 derniers mois. Très juste. En entreprise, je pense que les DRH ont vraiment fait partie de la première ligne. Parce que ce sont les réunions de crise, les protocoles sanitaires, c'est inventer, alors d'abord le télétravail intégral, auquel beaucoup d'entreprises n'étaient pas totalement préparées. Pas du tout préparées. Vous y étiez, vous? Alors nous, la chance qu'on a eue, je crois, c'est qu'à partir de 2014, on avait expérimenté le modèle hybride. On avait 38% de nos collaborateurs qui avaient fait du télétravail. Et on avait équipé la plupart de nos salariés dans le monde de ordinateur portable. Ce qui fait qu'en mars 2020, lorsqu'on a décidé de mettre tout le monde en télétravail, donc on a pris une décision qui a été mondiale, à un moment donné, lorsqu'on a vu la pandémie arriver en Chine puis en Italie, là on a fait un arrêt sur image et on s'est dit, ça va déferler, et donc on a pris la décision de mettre tout le monde en télétravail, et donc effectivement, d'un point de vue technique, technologique, on était équipés. Alors évidemment, on n'était pas préparé managérialement à faire un saut de cette nature-là. Ouais. Mais je dirais que ce qu'on avait fait auparavant nous avait donné quelques clés, et le fait d'avoir expérimenté le modèle hybride fait que on avait immédiatement des petits modules de formation à disposition qu'on a envoyés un peu partout dans le monde. Modules de formation importants, plus, parce qu'on va en parler, plus pour les managers que pour les gars qui se retrouvaient chez eux, on est d'accord? Exactement. Mais aussi pour les gars qui se retrouvaient chez eux, parce que, vous savez, Teams, par exemple, au démarrage, on l'avait déployé, bien sûr, mais tout le monde ne l'utilisait pas, forcément. Donc il a fallu apprendre à s'en servir. Apprendre à s'en servir. Ça, c'est un détail, carrément. C'est pas qu'un détail, parce que il y a aussi comment gérer les réunions, comment créer du lien, comment s'assurer que tout le monde participe, etc. Donc il y a l'aspect technologie, mais il y a aussi le sujet, la relation en utilisant un média qui est un peu différent. Ça, c'est le boulot des managers, ça. C'est le boulot des managers. Comment gérer la réunion, comment créer du lien, comment continuer... Il n'y a pas toujours un manager dans une réunion. Il n'y a pas toujours un manager dans une... Non, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Mais alors, allons-y sur les managers. C'est eux qui, aujourd'hui, ont le plus gros effort à faire, finalement, pour se mettre à la page en termes de ressources humaines? Alors, se mettre à la page, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que pendant la crise, ils ont tenu les équipes. Nous, notre engagement, il a augmenté pendant la crise. On mesure notre engagement, on fait des enquêtes. Alors, parce qu'on était en mission, Karima. Alors, pas que, parce que moi, je prends le temps de lire les verbatims des salariés. Alors, vas-y. Et qu'est-ce qu'ils disent quand on leur demande est-ce que vous êtes engagé, comment ça se passe, etc. Ils disent, mon manager était là, mon équipe était là. Et était là non seulement, effectivement, pour le boulot, mais aussi avec un soin, une attention, une écoute qui était différente d'avant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le management, il a grandi pendant cette période. Ça alors. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente parce que nous avons décidé, comme beaucoup d'entreprises, mais comme quelques entreprises, d'avoir une politique mondiale de télétravail avec un travail hybride qu'on met en place partout dans le monde. Et les managers, oui, c'est une adaptation. On compte sur eux. C'est un travail qui devient un peu différent. Vous allez très très loin à parler de réinvention des rapports humains. Oui. Il faut un peu élaborer. Quand on lâche une phrase comme ça, on va pas se contenter de dire oui. Non, il faut un peu élaborer. Alors, il faut un peu réinvention des rapports humains. Oui, je le pense fondamentalement. Je pense que le modèle hybride de télétravail, ce n'est pas que la juxtaposition de 2-3 jours au bureau et de 2-3 jours de travail à domicile. Je ne crois pas à ça. Nous, notre observation, c'est quoi? C'est que pour que ça marche, pour que la cohésion d'équipe reste, il faut changer plus que ça. Il faut changer la manière d'interagir. Je prends quelques exemples. Quand vous allez au bureau, si vous y allez pour être enfermé dans un coin sous Teams ou sous Zoom, ça ne sert à rien d'aller au bureau. Donc il faut y aller en conscience, comme je dis. Il faut y aller en organisant ses journées. Il faut y aller pour créer du lien. Il faut y aller en laissant du temps pour de l'informel.
l'intégration des nouveaux arrivants. Vous comme moi, on a démarré en entreprise et qu'est-ce qu'on a fait? On a observé. On a observé les collègues, les managers et il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'organisations où l'informel compte énormément. Et donc, pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, il faut réinventer aussi comment on les intègre de manière à ce que, effectivement, ils puissent s'intégrer dans l'équipe, être efficaces dans leur travail, etc. Donc, entre la cohésion d'équipe, moi, je pense que quand on vient au bureau, il faut beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de cohésion. Donc, il faut... Voilà, c'est ça. Non, mais là... Donc, il faut une raison pour venir au bureau. Voilà, c'est ça. Il faut y aller en conscience. En conscience. Mais c'est un truc de dingue, ça. En conscience. Oui. Je vais au bureau, je sais exactement pourquoi je vais au bureau, sinon j'y vais pas. Je peux tout faire chez moi. Voilà, c'est ça oui, le truc. Oui. J'y vais pour... Mais je peux y aller aussi, ma conscience, ça peut être aussi de c'est trop petit chez moi, ou j'en peux plus, ça me saoule, et je vais quand même faire un boulot basique. Exactement, parce que je crois qu'il ne faut pas obliger. Beaucoup, et certains de nos collaborateurs préfèrent être au bureau qu'être à la maison. Et ça, je le respecte et nous le respectons. Mais pour ceux qui aiment cette alternance, effectivement, moi je conseille, pensez vos journées au bureau, organisez vos semaines à l'avance. Renseignez-vous, qui sera là au bureau lorsque vous y êtes. C'est ça, vous parlez d'agenda partagé. Agenda partagé, oui. Donc en permanence, l'équipe... L'équipe. Et c'est quoi une équipe dans votre esprit? C'est 6, 7 personnes? Ça peut être 10, 15. 10, 15. Parfois, c'est 30 personnes. Parfois, c'est 30 personnes. Dans les et là, organisations. Chacun voit l'agenda de l'autre, voit quand est-ce qu'il sera au travail ou pas, etc. On le recommande parce que, au fond, quand vous allez au bureau, moi je me souviens au début, vous vous souvenez, quand on a repris le chemin des bureaux. Non, nous, on a créé ça, en fait, si tu veux. Donc... Alors, parfois, on le voyait dans certaines organisations, les bureaux étaient un peu vides, on repartait immédiatement, ça ne donnait pas envie. Les agendas partagés et le fait de venir en conscience, c'est aussi de se dire, j'y vais, je vais rencontrer un tel. Il y a telle personne qui vient d'entrer dans l'entreprise, première rencontre, je veux le voir. D'accord. J'ai un entretien d'évaluation avec quelqu'un dans mon équipe, je ne vais pas le faire sous Teams. J'y vais. Et je le fais en face à face. Et alors, en face, tu auras aussi le gars qui, en fait, refuse les rendez-vous ou qui est jamais vraiment disponible pour la réunion, la rencontre. Enfin, il y a des gens aussi qui vont fuir, finalement, ces rapports humains. Il faudra s'en occuper. Alors, il y a des phénomènes d'isolement. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des personnes qui sont mieux en télétravail qu'au bureau pour diverses raisons, qui sont personnelles, qui sont de la configuration d'équipe. Moi, je crois qu'il faut... effectivement, ne pas sous-estimer, qu'il faut être très à l'écoute pour comprendre pourquoi et pour lever les freins, mais que le bureau reste le point d'ancrage. Il y a un sujet, alors il se trouve qu'un entrepreneur que j'adore, Jean-Charles Samuelian, qui a fondé... votre premier concurrent, vous connaissez Alan, oui, forcément, oui, voilà. Oui. J'ai vu l'interview que vous aviez faite. Ah, super. Et donc, investir dans la santé mentale, en l'occurrence là, c'est une pure coïncidence, mais Emmanuel Macron dit les consultations de psychologues seront remboursées dès 3 ans, d'ailleurs, dès 3 ans. Ça va être une dimension que doit maintenant, elle a toujours eu un problème avec ça, l'entreprise, et on comprend pourquoi. C'est une dimension qu'elle doit aujourd'hui, elle aussi, aborder. Absolument. Parce que, voilà. Absolument. Alors, nous, on est assureurs. Et oui, mais... mais c'est important de démarrer par là, parce qu'en tant qu'assureur, on analyse les risques. Et on voit l'augmentation et l'évolution. Et on essaye de projeter les risques avec des experts dans le monde dans les 10-20 prochaines années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on parle du risque climatique, bien sûr, on parle du risque cyber, mais le risque de santé mentale est un risque qui augmente énormément dans la société. Alors, c'est vrai que en étant assureur, mais aussi parce qu'on pense que la santé en entreprise est un sujet fondamental, il y a 1 an, on a décidé de mettre en place une politique mondiale de santé qui concerne tous nos salariés dans le monde, avec des volets prévention sur lesquels la santé mentale est très importante. Voilà. Mais alors, en tant que casquette DRH de l'année, parce qu'effectivement, le côté assureur fausse un petit peu le truc, c'est-à-dire que vous êtes très sensibilisé à ça. Mais vous dites, Karima, à vos confrères, vos collègues qui réfléchissent à ça, il faut vraiment aller affronter ce sujet, mais dans toute sa complexité. Moi, je comprends, on en discutait avec Jean-Charles, c'est très, très compliqué pour une boîte d'aller poser la question de quelqu'un, de son équilibre psychologique, de son moral, finalement, ce qui peut être lié à des éléments qui sont des éléments familiaux et privés et absolument pas à des éléments de travail. Moi, je pense que c'est indispensable et que les entreprises n'auront pas le choix. Ça, c'est une conviction personnelle. Ouais, c'est clair. Et je pense aussi que
de plus en plus, l'engagement des collaborateurs va dépendre de la finesse avec laquelle on va être capable de ne pas séparer et de ne pas cloisonner totalement le professionnel et le personnel. Alors bien sûr, on ne peut pas tout, mais en France, en Europe, dans beaucoup de pays, il y a un tabou autour de la santé mentale. Il y a un tabou aussi chez les dirigeants. Avouer quand on est dirigeant qu'on est passé par des phases de stress ou de burn-out, ça questionne la performance. Donc c'est vrai que nous, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, y compris en formant les dirigeants, en faisant des partenariats avec des universités pour former les dirigeants, en commençant par une question simple, c'est comment vous, dirigeants, vous en parlez à vos équipes. Parce que si les dirigeants eux-mêmes n'osent pas en parler à leurs équipes, le problème commence là. Vous voyez, donc effectivement, il y a une forme de libération de la parole qui qui est pudique aussi, hein, bien sûr, et qui est dans le respect, mais qui doit exister. Pourquoi c'est important ? Parce que nous, comme beaucoup d'entreprises, nous mettons en place des programmes d'assistance. Donc, AXA, au début de la pandémie, on a déployé des programmes d'assistance psychologique dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Donc, tout salarié d'AXA peut appeler une assistance psychologique à tout moment, H24. Ces programmes, ils ne sont pas forcément très utilisés. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas entendu parler, on a des doutes, on n'ose pas. Mais oui, mais bien sûr, on n'ose pas. Voilà, et donc... C'est quand même un truc de l'entreprise et tout à coup je vais dire que je vais pas bien, que je me sens mal. C'est pas un truc de l'entreprise parce que c'est un truc indépendant, mais payé par l'entreprise. Mais le doute subsiste. Ouais. Je suis d'accord, Stéphane, le doute subsiste. C'est pour ça que je dis, il faut quelque part, quand vous voyez des chiffres qui disent que 30 à 40% des êtres humains sur Terre rencontrent dans leur vie un problème de santé mentale, c'est pas un sujet à côté. Alors, c'est un sujet qui est là. Particulièrement, juste d'un mot, mais particulièrement dans le secteur tertiaire, il y a cette notion qui a été montée il y a 10 ans avec notamment le drame qu'avait traversé Orange, du travail invisible, de l'ensemble de ceux qui, du fait notamment des pyramides des âges, des boomers, se disaient à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait d'utile à l'entreprise ? Ça reste un sujet aujourd'hui, Karima, ou c'est quelque chose qui maintenant a été traité, enfin... Moi je pense que c'est quelque chose qui a été traité. Le sujet qui est derrière ça, c'est aussi le sens du métier. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que ce que nous avons fait pendant la crise, c'est communiquer et révéler notre raison d'être, qui était déjà là. Mais c'est très important d'en faire un objet de débat et de discussion, et puis de le ramener au métier. Donc notre raison d'être est autour de la protection et du progrès, mais tous nos salariés ont des métiers où ils sont en contact avec des clients dans des contextes qui sont parfois difficiles, justement parce qu'on est sur ce métier de la protection. Et donc ramener le quotidien, justement, au fond, quel métier que je fais, quel service je rends à la société, c'est extrêmement important. Il ne faut pas déshumaniser le travail. Le travail est humanisé parce que justement, il y a une raison pour laquelle on se lève chaque matin et on va travailler. En conscience. En conscience. ce qui nous amène à l'autre grand sujet de la rentrée, c'est-à-dire les compétences. Les compétences, les recrutements. Crise des recrutements pour AXA comme pour... j'ai presque envie de dire l'ensemble des boîtes de France, c'est-à-dire vous avez un problème aujourd'hui de rétention des talents, de captation des... Pour l'instant, nous on n'observe pas de tension importante sur nos différents recrutements. D'accord. On reste prudent parce qu'il y a certains autres marchés dans le monde où, par exemple, sur l'informatique ou l'actuariat, il commence à y avoir quelques tensions, mais beaucoup moins que les secteurs d'activité dont on entend parler généralement dans la presse. Je reste prudente parce qu'il faut voir ce que les prochains mois vont donner. Voilà. Mais en moyenne, pour vous donner une idée, AXA, c'est 100 000 candidatures par an, c'est 16 000 recrutements dans le monde, c'est 5 000 en France. C'est ça, les volumes avec lesquels D'accord. nous et vous avez justement un pouvoir d'attractivité aujourd'hui qui reste assez fort pour... Parce que je ne sais pas, même les grandes boîtes dans... pas mal dans les fonctions support d'ailleurs, hein, alors moins les RH, mais direction financière, etc. Il y a aujourd'hui des vrais sujets qui se posent. Et qui visiblement se pose moins encore une fois, on commence à sentir des petites tensions, mais on n'a pas de difficulté de recrutement sur les métiers. Moi, j'ai beaucoup entendu dire qu'actuaire, donc l'actuaire, pardon, pour ceux qui... c'est celui qui calcule les risques, en fait, voilà, et que c'est un métier qui allait disparaître, que l'intelligence artificielle allait... être le meilleur, enfin un actuaire imbattable. Voilà, j'ai toujours des chauffeurs routiers, radiologues, actuaires sur les métiers qui allaient être condamnés par l'intelligence artificielle. Ça, j'y crois pas. Il y a quelques années, nous avions lancé un exercice qui était un peu de prévision
de prévision de ce que le digital et la data allaient transformer nos métiers. Et effectivement, bien évidemment, l'actuaire, il va beaucoup plus utiliser l'intelligence artificielle et il va beaucoup plus utiliser le matching des données, le fait de faire parler les données et des données très complexes entre elles avec des outils de plus en plus complexes. Donc ça, c'est une réalité déjà, qui est par exemple de prendre des données climatiques et de les regarder de manière beaucoup plus fine et complexe qu'auparavant. Tout à fait. Mais vous avez toujours besoin d'une intelligence humaine pour décider quel est le juste produit et le juste prix par rapport à un risque. Par rapport au risque. Voilà. Et donc, moi, je ne crois pas du tout à la disparition du métier d'actuaire. Les actuaires ont de beaux jours devant eux. Par contre, ils vont effectivement utiliser des outils beaucoup plus sophistiqués. Ils se marient, entre guillemets, avec les data scientists de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus serrée. Et donc le lien avec l'informatique, les données, l'utilisation des données, la nature des données qu'on mélange ensemble, ça devient un peu la clé du succès. Autre élément qui est alors au cœur de ça, j'ai bien compris, au cœur de votre stratégie RH, la parité. L'égalité homme-femme. Alors, là, pour le coup, je ne veux pas qu'on parle de la France parce que, d'ailleurs, je crois que c'est fait. Vous êtes plus ou moins à parité sur l'ensemble. En France, quand je regarde nos entités en France, on a bien progressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Inde, le Moyen-Orient, enfin, l'ensemble de ces pays où, si AXA pousse ce sujet, est-ce que, vous ne faites pas, on parle maintenant d'appropriation culturelle, enfin, de choses comme ça, c'est-à-dire d'aller plaquer des exigences d'une société occidentale sur des sociétés qui n'y sont absolument pas prêtes. J'imagine que vous avez réfléchi à ça. On a beaucoup réfléchi à ça, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est présent dans 50 pays dans le monde, et moi j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là, et je ne le crois pas. Je pense qu'il y a au fond, qu'il y a des transitions qui sont universelles. Et que, voilà, et que la transition pour la parité est une transition universelle. Et c'est pour ça qu'au fond, il y a 4 ans, nous, on a décidé d'utiliser 4 grands leviers. On fixe des objectifs, et ces objectifs sur la parité. Et ces objectifs, ils s'appliquent à tous nos patrons dans le monde, quelle que soit la géographie. Ils sont incentivés là-dessus ? Ils sont incentivés là-dessus, exactement. Exactement, ça fait partie de ce qu'on appelle leur target letter, pour reprendre un jargon. Mais effectivement, on a pris cette décision-là. Deuxième point, on fait comme beaucoup d'entreprises des plans de succession. Et donc, moi, je m'assois avec nos dirigeants et on regarde les plans de succession. Évidemment, il y a des spécificités sociales, culturelles, etc. Mais partout, dans tous les pays du monde, il y a des femmes en entreprise compétentes et se pose la question de comment on les développe, comment on les expose et comment elles montent à des échelons de management plus importants. Donc effectivement, le deuxième plan, c'est les plans de succession. Et moi, je viens de passer la semaine dernière 2 jours avec le comité exécutif d'AXA où on a revu tous les plans de succession d'AXA dans le monde. Et qu'est-ce que je constate ? C'est que 43% des successeurs de notre top 300, on a 34% de femmes dans notre top 300, on avait 9% en 2009. Et 43% des successeurs des top 300 sont des femmes. Pourquoi c'est un indicateur important ? Parce qu'on dit toujours, mais elles ne sont pas là, elles n'existent pas. Les plans de succession, c'est extrêmement important. Vous savez, carrément, on le vit même, nous, médiatiquement, quand même, d'essayer d'aller les chercher, voilà. etc. Non, mais tout à fait. C'est un travail qui prend 10-15 ans. Oui, voilà, il faut assumer le fait que c'est un travail qui prend beaucoup d'années, mais je pense que partout dans le monde, ça s'applique de la même façon. Les 2 autres leviers qui sont importants et sur lesquels nous on travaille, c'est les dispositifs de développement. Donc on fait du mentoring à grande échelle dans l'ensemble de nos entités. Et puis le dernier point qui me tient extrêmement à cœur, c'est objectiver les décisions de nomination, les processer. Parce que c'est très important lorsque vous nommez une femme que dans les couloirs, on ne dise pas elle a été nommée parce que c'est une femme, voyez. Et donc, pour moi, objectiver ces décisions de nomination, c'est extrêmement important. Donc, pour notre top 300, par exemple, les candidats hommes et femmes sont évalués avec un 360, avec un consultant externe, et les décisions sont prises en prenant en compte ces évaluations. Et donc, et c'est extrêmement important d'avoir. Mais oui, mais carrément, c'est passionnant. Je ne savais pas que ça allait si loin, mais c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que
Je crois que, pardon de le dire comme ça, mais enfin en plus je l'ai vécu, puisque moi-même j'ai été manager, je crois que certaines décisions de nomination de femmes sont prises. Alors oui, sans doute qu'on a une vision du potentiel de celle qu'on nomme à cette place, mais elle n'est sans doute pas au niveau, on le fait parce qu'on a ces objectifs de parité à respecter, ou parce qu'on pense sincèrement qu'il faut avancer dans cette parité. Mais si on avait fait une évaluation 360, sans doute la femme que l'on devait nommer aurait-elle été moins bien classée que l'homme qui aurait pu prendre sa place. Ça dépend quels sont vos critères. La question, c'est quels sont vos critères. C'est ça la question. Effectivement, vous avez des critères qui sont l'expertise, vous avez des critères qui sont le potentiel et la capacité à gérer et à manager les équipes, à transformer les équipes. C'est vrai. Ça dépend quels sont vos critères. C'est vrai. Moi, je connais des critères. C'est vrai. Voilà, des manières de mettre... Voilà. Bon, donc, c'est pour ça que c'est très important de se dire quels sont les critères et pourquoi je vais faire telle nomination à tel poste. Voilà. Et donc, on peut, à un moment donné, privilégier le potentiel et la capacité à transformer une organisation que par rapport à un candidat qui aurait peut-être un peu plus d'expertise, mais qui n'aurait pas la même capacité à transformer une organisation. Donc je crois que la question, c'est celle des critères, mais qu'il faut absolument objectiver et expliquer à l'homme et à la femme candidat pourquoi vous avez été choisi et pourquoi vous n'avez pas été choisi. Nous avons des processus aujourd'hui où c'est plutôt l'homme qui est choisi. Et on explique à la femme que ce n'est pas elle et voilà pourquoi. Et l'inverse. Donc voilà. On est au bout, Karima, c'est absolument passionnant. Dernière question, je vous entends, et en fait j'ai l'impression que vous avez la conviction que l'entreprise, c'est un peu contre-intuitif, mais sort finalement renforcer la cohésion d'entreprise, sort renforcer de ces 2 ans complètement dingues qu'on a tous traversés. Alors, effectivement, moi j'ai cette conviction-là. Ouais. On le voit dans certains baromètres de confiance. Ouais. Je sais pas si je suis sûre que vous lisez ces baromètres. Oui, mais je me méfie encore un peu parce qu'on est encore sur en poste. C'est presque l'aftershock. Alors, en tout cas, moi, l'entreprise a été là, comme vous le décriviez très bien, au moment où on était perdu, et donc on lui en est encore un peu reconnaissante. Mais je voudrais voir ce que ça donne dans un an. Je suis d'accord. Il faut attendre de voir. Moi, au-delà des enquêtes, j'écoute les collaborateurs et ce qu'ils me disent. Et effectivement, ce qu'ils me disent, c'est que leur confiance en l'entreprise a augmenté pendant la période. Donc, attendons de voir. Je pense que ça oblige les entreprises à regarder de manière plus fine ces questions d'engagement et à maintenir dans la durée cette confiance-là. Donc, tout reste à faire. Karima Sylvan, donc la DRH de AXA, était notre invitée sur Bismart.